Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce 12e épisode de Le Popcorn de l'Infini. Aujourd'hui, on s'attaque à X-Men 3 The Last Stand qui clôt cette trilogie de X-Men. J'ai toujours avec moi David. Comment ça va, David? Ça va bien, ça va bien. X-Men 3, l'avais-tu déjà vu celui-là? Non, hein, non, je pense pas. Je l'avais pas vu. C'est un film que j'avais manqué. Tu vois, je suis embarqué après un peu à l'âge où est-ce que j'écoutais plus les X-Men. C'est vraiment le prochain qu'on va écouter. Ouais. Origin? Ok, First Class. Ouais, non, Origins Wolverine, je l'ai écouté aussi. Ok. Mais c'est ça, donc on arrive en 2006 cette fois. On se rapproche là, du MCU. On est 2 ans avant. Et puis, on est seulement 3 ans après le deuxième film. Puis il y a eu quand même pas mal de changements entre les 2 premiers et le troisième, notamment au niveau de la réalisation. Donc c'était Bryan Singer qui faisait les 2 premiers. Là, il a décidé d'aller faire Superman Returns. Donc, puis d'amener même James Marsden, qui est Cyclops dans le film. Switch it. Et oui, c'est ça, il est rendu à DC, il a fait l'inverse de James Gunn. Et puis, c'est ça, pendant longtemps, on a cherché un autre réalisateur pour ce film-là. Et qu'à cela ne tienne, on continuait à écrire des scénarios et tout. Mais quand Brett Ratner, qui est le réalisateur qui a été embauché, c'était quasiment le premier jour du tournage. Fait qu'il n'y a pas eu de gros inputs créatifs, malheureusement, dans ce film-là. Brett Ratner, qui était connu à l'époque pour avoir fait Red Dragon, là, qui est comme le 3e des Hannibal Lecter. Il avait fait Rush Hour aussi, comédie d'action avec Chris Tucker, je pense, puis Jackie Chan. C'est-tu basé sur le jeu, ça? Non, ils font pas juste bouger des autos. Mais c'est ça. C'est écrit par Simon Kinberg, qui est notamment celui qui va réaliser pas First Class. Il était supposé réaliser First Class, finalement Matthew Vaughn l'a tassé. Mais en tout cas, il a réalisé d'autres X-Men aussi de la franchise, donc un très grand fan. Et puis le cast original revient en grande partie, mais on approfondit, on reprend quelques mois, je crois, après les événements. C'est pas clair. Ouais, c'est ça, c'est pas clair. On dirait qu'en même temps qu'il y a des années qui se sont passées, ouais, peut-être en même aussi, temps que des mois se sont passés. C'est vraiment pas clair. Puis On se souvient qu'à la fin du 2, en fait, le fameux barrage explose, Jean Grey meurt en sauvant le reste de l'équipe. Chacune des décisions, est-ce que ça fait 1 an ou 3 mois a des incohérences? Si ça fait juste 1 an. Ça doit faire un petit moment parce que là, les mutants semblent bien appréciés de la population. Il y a un changement de paradigme de la société puis la vision qu'on a des mutants. Il y a quand même des difficultés, mais c'est vraiment pas la même opinion publique. Mais si ça fait longtemps, qu'est-ce que Jean Grey faisait pendant ce temps-là? En tout cas. Parce que Jean Grey revient, c'est ça. Si on essaie de résumer un peu tout ça, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré... c'est ça. C'est le 3e film. On veut clore à peu près... Je pense qu'on avait l'idée de la trilogie, là, même si X-Men Origins était déjà en chantier un petit peu. Ça reste un prequel, fait qu'il n'y a pas trop de lien. On avait cette idée de trilogie-là. Puis là, on choisit 2 storylines quand même assez populaires des X-Men. Soit, là, je n'ai pas les noms, là, tu les as, là, mais... Le remède, là. Le remède, effectivement. Le remède qui était Astonishing X-Men, qui était le numéro 1 à 6. Donc, le début d'une nouvelle série. Qui était assez récente aussi avec... plus récente que Dark Phoenix. Dark Phoenix, qui est dans le comic principal, là, les numéros 129 à 138. Donc, un peu 9 comics qui regroupe un peu la transformation de Jean Grey. Puis c'est vraiment comme les films, on a vu un slow burn que j'appelle, là c'était vraiment quand même un slow burn en termes de comics. Là. Donc on voit que les arcs se passent plus rapidement que ça. Fait que c'est pas mal les 2 qui sont éloignés dans le temps. Là. Puis la storyline du remède, c'est Joss Whedon qui l'a écrite. Il a failli réaliser le film, finalement il l'a pas fait, mais Joss Whedon est connu notamment pour avoir réalisé Avengers, le premier Avengers, puis Ultron aussi, puis en tout cas d'autres films Marvel. Fait que quand même, c'est ça, on s'attaque à 2 gros morceaux, je crois, de l'univers d'X-Men en un seul film d'1h45. Puis des dilemmes moraux. Dans les 2 cas, on a cherché 2 morceaux similaires mais séparés qui n'ont pas rapport ensemble. Non, donc, c'est ça. Fait que le film débute, en fait, c'est ça, comme on disait, quelques mois ou années après le premier. Puis là, il y a la découverte d'un mutant, d'une certaine façon, un mutant qui fait perdre ses pouvoirs à d'autres mutants s'il les approche. Fait que là, on va réussir
avec son sang ou son ADN, on ne sait pas trop quoi, c'est pas trop expliqué. On va réussir à créer un remède, puis là, on va mettre sur pied un régime volontaire de gens qui veulent se guérir de leur mutation. Parce qu'on comprend, c'est un thème récurrent aussi de l'univers des X-Men, que des fois, c'est un gift, un cadeau, puis des fois, c'est une malédiction un peu. On l'a déjà vu dans le premier, notamment avec Rogue, qui, on sait, a de la misère à se développer vu qu'elle ne peut pas toucher à personne. Fait qu'évidemment, elle va être intéressée par ça. Tu sais, l'idée du remède, puis l'histoire derrière le remède, le fait que ça vient d'un mutant, le remède, ça, c'est un ajout qu'il n'y avait pas dans les comics, puis je trouve que c'est quelque chose que le film a mieux fait oui. En tant que tel. Parce que là, dans les comics, la cure vient du gouvernement. On n'a pas le point de vue du gouvernement. On reste vague aussi. On reste assez vague, puis on se bat contre la cure, mais tu sais, dans le film, l'histoire que ça vient d'un mutant, ça rajoute une profondeur qu'on n'avait pas dans les comics. Puis ça rajoute quelque chose de quand même cool parce que à certains moments, on passe vite, là, mais à un certain moment, on va vouloir rescaper ce mutant-là parce qu'il est comme pas emprisonné, mais il est, on va dire, détenu par le gouvernement parce qu'on crée des remèdes. C'est comme une compagnie pharmaceutique dans le film. C'est comme une différence, justement, avec les comics. Là. Dans le film, c'est vraiment... Le gouvernement est plus gentil dans le film qu'il est dans le... Il est rendu un ministère des affaires mutantes. Oui, il y a comme un développement diplomatique au conflit humain-mutant. Mm-hmm. Puis, mais là où je dis que ça ajoute un peu de divertissement, c'est qu'à un certain moment, on va vouloir sauver cet enfant-là, parce que c'est un enfant mutant qui est à la base de tout ça. Puis, les gens ne peuvent pas utiliser leur pouvoir quand ils sont proches de lui pour le sauver. Fait que, à un certain moment, c'est Kitty Green, là, donc la personne qui passe à travers les murs, qui s'en vient pour le sauver. Mais là, elle ne peut plus passer à travers les murs. Fait que, bref, c'est ça. Donc, ça, c'est comme l'histoire principale. Là, il va se mettre sur pied plein d'affaires. On va impliquer l'île d'Alcatraz à San Francisco comme gros lieu de pharmacologie. Puis, on va impliquer Magneto là-dedans qui n'a pas rapport nécessairement. C'est ça. La B-Story, c'est essentiellement Dark Phoenix. Donc, qu'on comprend... Jean Grey qui ressuscite d'une quelconque façon. Puis les X-Men qui sont rendus au courant de ça lorsque a tué Scott. Donc, ils vont aller sur les lieux du barrage où Jean est décédée. Ils vont la trouver là. Ils vont la ramener au château pas château, mais au domaine de Charles Xavier. Puis c'est là qu'on va apprendre, en fait. Puis là, c'est ce que j'aime quand même bien du film. On en reparlera tantôt dans mes impressions, mais on va apprendre que Charles Xavier a créé une espèce de prison mentale pour enfermer Dark Phoenix, qui est comme la version amplifiée de Jean, qui est un mutant de classe 5. On vient d'apprendre les classes. Des classes de mutants. Clairement, c'est présent dans les comics, j'imagine. Dans les comics, c'est présent sur une autre forme. Les mutants de différentes classes, je pourrais pas te dire. L'emphase n'est pas mise là-dessus. Puis l'emphase n'est pas mise non plus sur... C'est vrai, quand je dis que c'est un slow burn, c'est que c'est un mystère vraiment longtemps dans les comics, alors que dans le film, on a sauté par-dessus quasiment ce genre de... Puis on n'a pas non plus la vision de Jean Grey des choses, puis on n'a pas eu le temps de découvrir le Phoenix. Parce que dans les comics, le Phoenix est devenu un personnage à part entière longtemps avant la saga de Dark Phoenix. Donc il y a vraiment une différence entre le Phoenix puis le Dark Phoenix. Les deux peuvent coexister différemment, mais bref, tout ça pour dire que il y a comme une... C'est pas pareil, il y a des spécificités qui sont différentes, mais je comprends qu'est-ce qu'on essaie de véhiculer, puis c'est pas... c'est deux personnalités qui sont différentes, puis il y en a une qui prend le dessus. Mais à la base, ça reste la même chose, les spécificités sont différentes. Mais ce que j'aime beaucoup, puis j'en parlerai aussi dans mon amour des X-Men en général, mais ce que j'aime, c'est que là, maintenant, Charles Xavier est plus juste un good guy. Là, il y a un dark side, il l'a emprisonné, puis il est un peu responsable de cette explosion-là qui arrive après que Jean Grey, gentille, soit morte essentiellement, puis que le Phoenix renaît de ses cendres, littéralement. Mais tu sais, dans les comics, c'est pas non plus sa responsabilité à part entière, parce qu'il est moins... Dans le film, j'ai trouvé qu'il a vraiment été... Il a vraiment, contre le gré de Jean, il a enfermé le Phoenix. C'est différent un peu dans les comics, en restant quand même semblable. Puis c'est ça, là tu mentionnais Magneto, mais lui aussi il va reformer une espèce... Alors que dans le
premiers films, surtout, il était plus... il voulait liguer les mutants contre les humains. Ben là, il veut liguer les mutants qui veulent pas se faire guérir versus ceux qui veulent se faire guérir. Puis ce terme d'équipe-là de Magneto, c'est ça existe dans les comics aussi. Comment que ça s'appelle, non? C'est Evil Brotherhood of Mutants en anglais. Voilà. Ça existe depuis tôt dans les comics des X-Men. Par contre, sous une autre forme. Là. Fait que c'est essentiellement l'histoire de ce troisième opus, donc c'est très chargé. Ça part un peu dans tous les sens. On prend 3 arcs narratifs pour les mettre dans un film. Exactement. Qui dure 1h45. Exactement. Fait que ça a des bons et des moins bons côtés. Quand on vous présente au retour de la pause, en fait, tu vas approfondir un peu ces changements là, à ces grosses storylines-là de comics. On y revient dans quelques instants. Vous êtes de retour au Popcorn de l'Infini et comme vous l'avez entendu en introduction, c'est un film très chargé avec des grosses storylines de comics. Le deuxième était basé aussi, c'est ça, les X-Men ont cette heureuse tendance, selon moi, à adopter justement des storylines de comics au lieu de proposer des nouvelles histoires. Après le premier. Après le premier qui était de l'exposition de qui sont tous ces gens. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que j'aime, puis ils vont le refaire aussi avec Days of Future Past, puis Days of Future Past, par contre, ça l'a pas. Ils ont utilisé le nom d'un comic. Puis ils ont fait une histoire qui n'a pas rapport avec le comic. Ok, ça je savais pas. Je savais que c'était une storyline Days of Future Past. C'est un nom de comic très populaire. Ouais. Puis il y avait justement des gens déçus. Après ça, ils ont fait Apocalypse, qui lui doit être un peu plus fidèle. Il y a toute la question des sentinelles aussi qui reprennent. Ça, je pense que dans Apocalypse. C'est assez comique aussi. Mais c'est ça. Donc là, on en a 2. 3 storylines, si on inclut, mettons, la suite des 2 premiers films. Qui est comme le Magneto et son Brotherhood de mutants, qui est assez peu exploré. Mais tu sais, on commence à embarquer dans... Il y a beaucoup de choses dans ce film-là. Il y a de le changement de paradigme diplomatique qui va toujours être variable dans les comics, là, mais qu'on est plus acceptant des mutants. On a un gouvernement qui aime plus les mutants, mais finalement qui va quand même être présenter une cure faite par un tiers. Puis je pense que c'était une bonne idée dans le cadre du film aussi, que ça soit fait par un laboratoire plutôt que le gouvernement lui-même. C'est un laboratoire, puis c'est même, tu sais, on humanise ce procédé-là, parce qu'en fait, c'est le père d'un mutant qui est Angel. Là, ça aussi, j'ai cru comprendre que c'était pas vraiment comic accurate. Mais tu sais, ultimement, le patron de cette compagnie pharmaceutique-là, c'est parce qu'il y a un fils qui essaie d'une certaine façon de se guérir. Mais là, on sait pas trop si c'est le père qui veut que son fils guérisse c'est ou son si père, c'est le fils qui veut qu'on remarque, là, parce qu'il y a un certain désir de liberté chez Angel, qui devient un X-Men dans les comics. Les storylines. Les storylines. Puis après ça, la dernière storyline aussi, après le remède, puis Magneto, il y a la storyline de Dark Phoenix, qui est une storyline très populaire des X-Men, qui a vendu beaucoup de comics, puis qui est encore rappelée aujourd'hui. Jean Grey, qui est la mutante la plus puissante, on pourrait le dire comme ça, de l'univers des X-Men. Puissante et instable. Et instable. Donc, on l'a pas vu dans le premier puis dans le deuxième film. Mais tu vois, je trouve que ça aurait dû être un film à part entière, puis ça va le devenir. Tu dis qu'on l'a pas vu, là, mais il y a quand même, dans le 2, on commence à voir que elle est moins Jean Grey. Puis là, on comprend aussi que c'est comme à cause du premier film où Magneto, là, où puis son espèce de grosse boule on crée des mutants. Là. Ça finit par toucher à Jean, puis les effets, au début du 2, ils disent je ressens encore des effets de whatever. C'est comme un slow burn, mais pas assez évident que ça s'en va vers Dark Phoenix. On dirait que ça a amplifié son pouvoir, mais finalement, en appelant que dans le passé aussi, c'était une classe 5 de toute manière. Peut-être que ça l'a aider à ce que dans le deuxième, une fois qu'elle est morte, ça l'a peut-être aidé à sortir le Phoenix, le sortir de sa cage, mettons. Jean Grey est morte maintenant. Le Phoenix se renaît. Ça, tu vois, c'est comic accurate. Comic accurate de façon plus mentale. Tu sais, le Dark Phoenix, quand on va prendre contrôle, va tuer, entre guillemets, Jean Grey. Va pas la tuer nécessairement, mais va la tuer en s'en prendre à ceux qu'elle aime, les X-Men. Donc, va se battre contre les X-Men quand elle va être libérée. Elle ne sera pas libérée par la boule de cristal de Magneto. Je ne sais pas comment l'appeler, la machine. Elle va être libérée par la gang d'Emma Frost.
qu'on n'a pas vu encore. Le Hellfire Club, qui est un groupe de vilains qui est en genre de guerre contre les X-Men, elle va, pourtant, pour la mutante la plus puissante, elle se fait quand même manipuler pour une télépathe puis une télékiné. Je sais pas comment on dit, que la télékinésie et la télépathie. Elle se fait manipuler par un simple illusionniste, qui est comme pas de classe 5, mettons. Avec l'aide d'Emma Frost, qui est aussi télépathe, mais vraiment moins puissante que Jean Grey, elle va se faire manipuler à se faire penser qu'elle voyage dans le temps, puis que, en tout cas, elle va se faire retourner contre les X-Men, va se libérer des X-Men, mais va, garder des impacts de ça. Et pas longtemps après, là, Dark Phoenix va prendre le dessus. Puis tu vois qu'elle a de la misère à le contenir, puis finalement, elle le contient pas. Dark Phoenix prend le dessus, va attaquer les X-Men. Puis c'est là que Jean Grey meurt, entre guillemets. Mais tu vois, la mort de Cyclops, Dark Phoenix n'aurait pas été capable de faire ça. À cause que Jean Grey, elle avait quand même un certain contrôle. Mais en même temps, non. Puis je t'explique, c'est graduel. Elle sauve des X-Men parce qu'elle en a... Elle veut pas... Pourquoi qu'elle s'attaque aux X-Men? Dans le film, on n'explore pas ça. Elle n'a pas de raison de s'attaquer aux X-Men. Mais en même temps, il y a des choses... C'est quasiment plus une popette, là. Je sais pas, une marionnette. Il y a des choses qu'elle fait qui font pas de sens non plus, mais elle aspire le pouvoir. Puis, tu sais, il y a aussi certaines parties de son pouvoir qui sont moins expliquées dans le film. En même temps, c'est pas super explicable non plus quand tu baignes pas dans les comics, puis la quantité de lore qu'il y a là-dedans. En gros, dans les comics, une fois qu'elle va s'être attaquée aux X-Men, elle va aller carrément dans l'espace causer un génocide. Elle va aller attaquer des aliens. Aspirer un soleil d'un système solaire puis détruire un système solaire, carrément. Tuant un nombre innombrable de... Fait que t'as comme le côté... le gros dilemme moral, c'est qu'après ça, les X-Men, quand ils retrouvent Jean, ils savent pas s'ils veulent la défendre. Puis ça, quand les X-Men retrouvent Jean, ils le savent pas au départ. Ils finissent par guérir Jean. Guérir, entre guillemets. Là. Après ça, les X-Men se font kidnapper, entre guillemets, par les aliens, une race d'aliens, les Shi'ar. Que je connais un peu moins. On les salue. Avec les Kree et les Skrull, qui sont les deux races principales d'aliens qu'on connaît dans l'univers Marvel, qu'on va connaître aussi dans les années futures quand on va développer le MCU en bonne et due forme. Là. Mais bref, on va les apporter dans l'espace, puis là, les Shi'ar vont demander alors que Jean Grey, dans le passé aussi, a protégé leur univers, mais là, détruit, en tout cas, fait un génocide, fait qu'eux autres se sont dit elle est trop dangereuse, on veut s'en débarrasser. Puis là, les X-Men, ils prennent toute une certaine position différente face à Jean. Il y en a qui de base, c'est nouveau parce qu'ils ne savaient pas que Jean Grey avait fait ça. Ils ne savaient pas qu'elle était capable de faire ça. Puis tu te retrouves avec un équivalent de Adolf Hitler devant toi que tu défends. Fait que c'est d'un point de vue... Tu sais, il y en a qui savent faire la différence entre le Dark Phoenix et Jean Grey. Il y en a qui disent non, elle est trop dangereuse, il faut la détruire. Puis ça, même dans les X-Men, il y a des doutes quand ils apprennent ça parce que c'est terrifiant ce qu'elle a fait. Fait que, tu sais, puis il y a des gens qui vont se ranger de son côté, d'autres non. Ça devient comme un dilemme plus moral à la fin. Puis là, tout le reste de l'histoire. Si vous voulez lire une bonne saga des X-Men dans les comics, je vous conseille la saga de Dark Phoenix. Ça consiste de le livre Uncanny X-Men numéro 129 à 138. Vous allez vraiment pouvoir voir toute la transformation de Jean Grey puis voir à quel point il y a des différences avec le film. Dans le film, c'est ça. Je trouve qu'on y va vite, comme il n'y a pas de génocide dans le film. Non, c'est ça. C'est la B-story, puis on sent que c'était juste pour... C'est quasiment plus pas du fanservice, mais tu sais, d'accoler une storyline qui semble un peu familière aux gens. C'est ça. Il y avait une popularité là, de ce comic-là qui a été exploité. Puis, tu sais, même que dans le film, on a vu 15% du pouvoir de Jean. Il n'y a pas eu la mention tant que ça que j'aurais aimé la visualisation du Phoenix. Je trouve que les effets spéciaux... Je pense que dans le film Dark Phoenix, ils l'ont sûrement
plus fait, même si le film s'est fait ramasser par la critique. Je ne l'ai pas vu. C'est le seul X-Men que je n'ai pas vu. Bon, mais ouais, dans longtemps quand même. Ouais. Mais c'est ça, sûrement qu'ils l'ont mieux fait puis ils sont concentrés là-dessus. Là, ils partent aussi sur l'autre storyline du remède. Qui n'est pas au même niveau que la storyline du Dark Phoenix qui arrive après aussi, mais qui est quand même une bonne storyline avec un genre de dilemme semblable aussi, qui est est-ce que vous voulez rester mutant ou vous voulez avoir le remède pour plus être un mutant. Puis tu vois, il y a une division qui est causée au sein des mutants. Majoritairement, les gens veulent pas nécessairement recevoir le remède, un peu comme dans le film qu'on peut voir, mais il y a des mutants qui ont des difficultés à tous les jours à cause de leur mutation. Puis là, la question se pose. Ah oui. Puis il y a une division. Puis même en tant que téléspectateur, on peut sentir... Il y a des mutations qui ont l'air plates aussi. Là. Ouais. On en voit un dans le film, là, c'est l'Asiatique là, qui se fait pousser des pics d'en face. Je sais pas trop quoi. T'es comme, gars, c'est pas grave, là, au pire, si j'ai pas de pouvoir. Là, comme... J'ai perdu à la loterie de la mutation. Mais... Puis t'as le côté du clan de Magneto qu'eux, ils pensent à une supériorité. On peut le voir. Ça, j'ai aimé ça, voir dans ce film-là. Le sentiment de supériorité de Magneto, là, on l'a exploré. Ouais. Quand Mystique, une de ses grandes amies et alliées, se fait contre son gré... Non, on va le spoiler quand même un peu, le film. Là, il y a quand même 20 ans. Mettez ça sur pause, allez voir le film, puis revenez. Ouais, c'est ça. Quand Mystique se fait... guérir en empêchant Magneto de se faire guérir. Tu vois, Magneto se sent mal parce que c'est son ami, mais va pas hésiter à abandonner Mystique. Parce que c'est juste une humaine, va pas l'attaquer, là, mais c'est plus... Il fait clairement sentir que c'est plus une des leurs, donc va l'abandonner. Parce que le point de vue de Magneto aussi, c'est, tu sais, mettons, on dit le remède, c'est sur une base volontaire. Vous voulez le faire, tant mieux. Puis le point de vue de Magneto, c'est, ouais, mais ça va prendre combien de temps avant qu'il s'en serve comme une arme? Puis ça prend exactement 2 minutes après qu'il ait dit ça dans le film pour qu'il s'en serve comme une arme. Ils ont des fusils avec des seringues qui guérissent. Donc, s'il y a des mutants qui se mettent à la jouer tough, ben police, ou en tout cas l'armée... J'étais, entre guillemets, content qu'ils mettent ça dans le film parce que la position du gouvernement dans le film est différente que dans le comic. Dans le comic, il y a beaucoup plus d'ambiguïté sur la position du gouvernement. Dans le film, on peut voir que le gouvernement, tu sais, il n'est pas 100% contre, mais il s'en mêle pas trop non plus. Ouais. Mais dans les comics, on peut voir que ils ont raison d'être méfiants. Dans le comic, on peut voir qu'ils ont raison d'être méfiants. Il y a des choses louches. C'est le gouvernement qui gère ça. Le gouvernement, puis le gouvernement, il faisait pas des pas vers nécessairement la réconciliation autant que dans le film. On a aussi... Puis aussi, je veux le mentionner parce que ça, je vais spoiler en fait la end credit scene. Je sais pas si tu l'as regardé, la post credit scene. Ou... Je pense que oui. Oui, ok, c'est Magneto qui joue aux échecs. Contre lui-même? Il va dans un parc puis il joue aux échecs parce qu'à la fin tout seul, oui. Là c'est là qu'on va spoiler un peu le film, c'est qu'il se fait guérir un peu vers la fin du film, puis là à la fin complètement dans les post-credits, il est devant un jeu d'échecs en métal, il met sa main puis ça bouge un peu. Oui, c'est ça. OK, excuse-moi, je l'avais vu, mais c'est ça, c'est bien correct, mais tu sais, c'est dommage qu'on n'ait pas exploré plus loin ça parce que je crois que ça veut dire que finalement ce remède-là guérit peut-être pas tout. Non. À moins que Magneto soit l'exception. En fait, on l'explorait avec Jean Grey. Là, c'est vrai. Qui se fait semi-guérir. On s'entend-tu que à son plein pouvoir, Jean Grey serait pas morte des griffes de Wolverine? Bon, j'ai encore... j'ai pas... En tout cas, il va y avoir des spoilers. Là. On a dit qu'on allait spoiler. Ouais, c'est ça. Ne serait pas morte des griffes de Wolverine parce qu'elle serait en feu, carrément. Là. On dit qu'on spoil, mais en même temps, ils vont tous comme effacer ce bout-là plus tard. Là. On va pouvoir l'explorer après ça. Le réexplorer, du moins. Ouais. Fait que... non, c'est dommage, effectivement. Puis il y a beaucoup de mutants qui se font guérir dans le film, qui se font pas guérir dans les comics. Tu sais, on reste vraiment en dehors de ça. Dans le film, ce qu'on peut voir, c'est que je trouve que là, je suis un peu tanné que Rogue serve de story H, là. Même pas B, même pas C, même pas jusqu'à H. C ou D, là, quand même. Non, mais elle sert de faire ce que il aurait
ils veulent démontrer, mais en tout cas, qui n'ont pas pu... Bref, dans les comics... C'est comme l'anti-exemple du mutant, en fait. Là. C'est comme elle, c'est aucunement enviable, sa situation. Donc, elle, c'est toujours elle qui... Comme l'espèce de poisson qui d'un côté, c'est elle qui sert à transformer les mutants, puis de l'autre, c'est elle qui veut s'en guérir. C'est ça. Puis dans les comics qu'ils ont fait, puis qu'ils n'ont pas pu faire dans le film, parce que Hank McCoy, la bête, c'est un secrétaire du gouvernement des affaires mutantes. Là. Ce qui est dans les comics un X-Men, qui est connu à ce stade-ci des comics où est-ce qu'on parle du remède. Ben, lui, c'est le mutant des X-Men le plus intéressé par le remède. C'est pas Rogue, c'est vraiment lui. Puis, il y a comme... Tous les X-Men se revirent un peu contre lui en voulant dire, si tu fais ça, tous les mutants qui sont pas des X-Men vont penser que c'est correct. Puis, t'es une image, t'es une icône des X-Men. Pourquoi tu fais ça? Éventuellement, on va décider de pas le faire. C'est ça, les X-Men restent forts face à ce remède-là qui est offert. Ce que j'ai pas vu dans le film. Rogue va y aller de l'avant avec le remède. On va transformer Mystique, ce qui n'arrive pas dans les comics. On va guérir Magneto, ce qui n'arrive pas dans les comics. Tu sais, vraiment, on va y aller de l'avant avec la guérison dans le film. Ce qui n'est pas accurate, mais ce qui est intéressant à observer aussi. C'est ça. Mais on ne l'a pas observé au Puis je trouve que ça amène un truc dramatique plus intéressant. Tu sais, souvent, moi, dans les films d'action, peu importe, je trouve ça dommage que tout le monde s'en sorte indemne. Puis là, il y a beaucoup de gens qui meurent ou qui perdent leur pouvoir, notamment Charles Xavier, qui revient quand même d'une post-credit. Puis qui revient. Cyclops, puis, tu sais, je pense à ça. En plus, tu sais, ce film-là est canon, on disait les X-Men en général à cause de Wolverine, parce qu'il revient dans Deadpool et Wolverine. Mais Hank McCoy revient dans une post-credit de quel film donc? The Marvels. The Marvels, c'est ça. Avant. Non, c'est après. Après, la post-credit. C'est après. Non, mais c'est après Deadpool et Wolverine, The Marvels. C'est avant Deadpool et Wolverine. OK, juste avant, je pense. Fait que c'est lui, d'une certaine façon, qui rend ça canon. Ou en tout cas, Charles Xavier, même dans sa. C'est son premier film. Dans Doctor Strange 2. Oui, mais là, c'est un autre. Là, c'est le même. Donc, tu vois, il y a cette différence-là qui est importante aussi quand on va attribuer nos popcorn. Justement, ce film-là a quand même la bête qui apparaît dans le MCU, dans un film du MCU. Donc, quand même, sa première apparition, on a bien exploré, pas tant qu'on aurait dû explorer la bête, on va l'explorer plus tard, mais solide première apparition, puis on peut voir que c'est quelqu'un d'intelligent. Ouais, il est vraiment cool. C'est dommage parce que, tu sais, je lisais que depuis le premier film, on essaye de l'amener puis on n'est pas capable de l'amener dans l'histoire. Finalement, ça a repris jusqu'au 3e film, là, mais je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant. Puis il faut dire aussi qu'on enregistre ce podcast-là, évidemment, avant la sortie de Avengers Doomsday, mais après l'annonce du cast, et donc on sait que Patrick Stewart et Ian McKellen vont revenir aussi, puis d'autres X-Men, James Marsden, je pense aussi. Là, fait que ça me surprend pas. Il y a plein d'autres X-Men qui vont revenir aussi. À quelle hauteur, on ne sait pas trop, là, mais je suis content. Oui, on est content de s'annoncer. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que c'est un caméo ou plus. Mais tu vois, ça rentre dans le Doomsday qui est puis Secret Wars aussi. Là. Ça rentre dans ce cadre-là. Parfait. Ben écoute... Les deux storylines, c'est ça. Ouais, la grande perte de ce film-là, on a exploré les deux storylines et les différences, mais la grande perte de ce film-là qui aurait fait toute la différence pour moi, puis qui aurait fait peut-être un de mes films favoris de super-héros, c'est la perspective de Jean Grey. Ils ont tellement manqué l'occasion de montrer sa perspective de sa transformation en Dark Phoenix qu'on peut explorer dans les comics, puis c'est tragique. C'est tragique parce que on peut voir la dualité, puis on peut carrément voir qu'elle va pas bien, puis que ça l'arrive malgré elle, puis qu'elle essaie de toutes ses forces dans le film. Non, c'est ça. On l'aime pas. On a juste fait une cassure, puis après ça, elle revient. Ben, elle a pas de lien avec son Jean Grey. Non, c'est ça. C'est Dark Phoenix, puis elle a pas... on dirait qu'on la perd totalement, puis que c'est un autre personnage. Puis ça, c'est dommage. Ça, c'est une occasion ratée de faire quelque chose de bien, puis ça l'enlève beaucoup de points, dans mon sens, à ce film-là. Fait que on fait un peu le tour des grandes différences. C'est sûr qu'il y a des spécificités qui sont pas pareilles. Là. Le gun de remède, je l'ai pas vu dans les comics. Mais c'est
c'est pas non plus. Ça reste une adaptation, puis ça reste aussi... Je trouve qu'ils ont essayé de prendre des storylines de comics, mais en gardant les personnages, puis tu sais, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ils l'ont adapté selon ce qu'ils avaient déjà bâti, puis tu sais, là, on sent que, même si c'est un peu précipité, là, oui, 1h45, mais même la fin, elle arrive vite, je trouve. Mais c'est pas assez long. Là, c'est ça. Le combat final est quand même assez impressionnant. C'est sur Alcatraz, on amène le Golden Gate Bridge sur Alcatraz pour amener tous les mutants. Tu sais, il y a quand même vraiment du fun factor, puis tout ça, mais on sent aussi que l'univers, là, il explose. Tu sais, on plug plein de X-Men, de mutants connus, mais sans en approfondir aucun. Angel, Juggernaut. Qui n'est pas un mutant. Non, c'est ça, qui a juste un gros casque. Juggernaut, mais t'as le gars qui se divise, là, en fait, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, moi non plus. Mais Juggernaut, dans ce film-là, c'est un mutant. Puis après ça, quand on veut le réintroduire dans Deadpool, ce n'est pas un mutant. OK. En tout cas, c'est impliqué, puis... Dans les comics, c'est pas un mutant. Ça n'a jamais été un mutant. Mm-hmm. Mais on amène aussi Kitty, pour une fois. Tu sais, elle était là dans les autres films, mais elle jouait pas un grand rôle. Non, pas du tout. Là, Kitty revient. C'est Ellen/Elliot Page qui l'interprète. Je trouve ça dommage qu'on n'a pas exploré son personnage autant qu'on aurait dû. C'est un personnage qui est tellement important dans les comics. Il y a la Danger Zone qui arrive aussi. C'est ça, Danger Zone? En tout cas, la Danger Room, je crois. Là. En tout cas, la pièce où il se pratique dans l'institut. Qu'on essayait d'amener depuis le premier film, puis que ça coûtait trop cher à chaque fois. Puis que là, tu sais, on spoil, pas un spoil, mais un petit Easter egg des sentinelles aussi dans cette salle-là. Tu sais, on sent qu'ils veulent garrocher tout ce qu'ils n'ont pas eu le temps de plugger parce qu'ils savent que ça finit. Puis ça paraît un peu, malheureusement, de comme... Tu sais, si t'es un fan de comics, il y a beaucoup de références cool. Ou si tu le regardes, tu peux faire, oui, tu sais, le personnage Porc-Épic ou l'autre, tu sais, les amis de Magneto, puis toute cette gang-là, tu sais, c'est comme, on les explore aucunement, mais ils sont là. Ouais, on dirait qu'ils ont essayé de nous pitcher et de faire plaisir un peu à tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais au final, au lieu de faire une histoire qui se tient à part entière. À part entière, puis qui aurait pu... honnêtement, faire 2 films avec ce film-là. Ouais. On peut en parler du film. On a quelques minutes encore. Toi, tu dis que tu l'as moins aimé que les autres, probablement? Moins aimé que j'aurais dû. Puis je vais voir aussi la... Tu sais, je suis un fan de la saga Dark Phoenix dans les comics. Justement, le dilemme moral. Plus que le remède. Ouais. Le remède, il y a aussi une bonne saga, mais... La saga Dark Phoenix, c'est vraiment un dilemme moral, puis t'as une transformation, puis Jean Grey, c'est un personnage qui est là depuis longtemps, quand que la saga Dark Phoenix arrive. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un personnage qui est là depuis le début aussi. Dans les films, oui, tu sais, il y a eu plusieurs années, mais il n'y a pas eu autant de... Elle n'a pas sauvé l'univers de la destruction. Tu sais, c'est pas présenté comme une héroïne super ultra importante dès le départ, comme ça l'aurait dû. Mais tu sais, en même temps, on reste dans le cadre d'un film, là, puis on reste dans le cadre d'une trilogie qui allait se terminer. Fait que je peux comprendre certains choix qui ont été faits. C'est vrai que les scènes d'action étaient explosives, puis plus même que différentes, mettons. Coudon, on aime beaucoup les ponts, hein, les 4 Fantastiques, le dernier, puis là, mais tu vois, j'aime beaucoup le personnage de Magneto aussi. On a vraiment exploré beaucoup plus son genre de sentiment suprémaciste mutant, puis ses valeurs personnelles. Fait que, honnêtement, ça reste en soi un bon film qui tape pas dans son potentiel. Mais je dis ça en tant que fan de comics, puis en tant que fan de certaines storylines plus que d'autres. Puis en soi, si tu le prends comme une suite des 2 premiers films, ça va super bien. C'est un des bons. Un des même très bons films des X-Men que Fox a produit. C'est simplement, je trouve qu'ils ont essayé de bourrer trop de choses dans le même film. C'est tout. J'aurais pris un peu moins de Magneto et un peu plus de Jean Grey. C'est ça, mais en même temps, c'est pas... ils ont rendu au 3e film, ils ont bâti un univers à part. Mais je pense que c'est vraiment toute la production hell dans lequel ils s'étaient embarqués. Là, le film avait une date de sortie avant qu'il y ait un réalisateur. Là. D'habitude, c'est pas un bon signe. Puis le fait qu'ils perdent... pourquoi est-ce que Bryan Singer est allé faire Superman? C'est qu'il était comme, dans ma tête, j'ai une histoire que j'ai le goût de raconter de Superman. Puis
je suis pas convaincu par l'histoire que vous voulez raconter de X-Men. Fait que c'est pour ça qu'il est parti, mais c'est pour ça qu'il revient aussi plus tard. C'est lui qui fait Days of Future Past. Ouais. C'est lui qui fait Apocalypse. Bon, maintenant il est cancel, fait qu'il en fera plus. Brett Ratner aussi est un peu cancel. Apparemment qu'il y a des histoires que sur le tournage et tout, il aurait outé Ellen Page, Elliot Page, puis en tout cas qu'il aurait ri de whatever. Ben des affaires. C'est ça, il a été un peu cancel lui aussi. Fait que faut pas trop s'impliquer dans l'équipe production des Marvel, des X-Men. Mais moi, je vais y aller d'un hot take. Puis je vais faire une distinction entre les films et le potentiel des films, si on veut. Je trouve que les X-Men, c'est de tous les personnages ou univers de Marvel, je trouve que ce sont les plus intéressants. Même que Spider-Man, mettons. Parce que X-Men, t'as une histoire qui te permet d'avoir... T'as le potentiel, en fait, qui te permet d'avoir une histoire personnelle. Tu sais, mettons, comme dans le premier, c'était très humain avec ce que Rogue vit, ce que Wolverine vit, comment est-ce qu'ils se retrouvent à travers tout ça, comment est-ce qu'ils sont marginalisés, même au sein des X-Men. Puis en même temps, tu as comme le bigger picture, l'aspect politique de la chose, de hey, on est des humains puis on veut pas être menacés par eux, qu'est-ce qu'ils peuvent. Tu sais, les X-Men, je trouve qu'il y a tellement une richesse de cet univers-là que même, c'est pas pour rien qu'il y a eu, je sais pas, 8 films là, à date, 8 ou 9 films, beaucoup plus de storyline dans les comics, alors que Spider-Man, mettons, ou plein d'autres, tu sais, Spider-Man, leur galerie de vilains est vraiment plus intéressant, mais ça reste juste un jeune, une espèce de coming of age-ish. Puis ça, tu sais, ils n'ont pas non plus tapé dans le potentiel de Spider-Man. Ça veut dire qu'ils l'ont un peu gardé toujours à son statu quo, mais un peu trop même. Ça a toujours été Spider-Man à l'école. Ouais, c'est ça. Ça n'a jamais évolué. Vas-tu graduer un jour? On sait pas. Mais c'est ça, puis pourtant, il y en a des histoires où est-ce que c'est un adulte. Là. La majorité des histoires, c'est un adulte. Là. Non, c'est ça. Mais ce que j'aime, puis là, tu sais, je vais faire un parallèle entre les deux trilogies, fait que celle de Spider-Man et de X-Men. Ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment un sentiment qu'il y a une continuité entre le début et la fin. Je l'avais mentionné pour Spider-Man 2, je crois, là, où, tu sais, dans le MCU en général, même si, oui, t'as Thor 1, 2, 3, 4, j'ai l'impression que c'est juste les mêmes personnages dans une autre aventure, tandis que dans Spider-Man puis X-Men, j'ai l'impression de regarder la même histoire en 3 chapitres. Puis on était à la grosse âge des trilogies aussi. Le Seigneur des Anneaux était sorti. Ben, tu sais, même Blade, justement, lui, ça avait l'air d'être plus une aventure parce qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur, même s'il y a toujours Whisper qui part, qui revient, qui part, qui revient. Mais tu sais, c'est ça pour les X-Men. Là, j'ai comme... Chaque personnage principaux ont eu leur début et leur fin. Surtout leur fin là, dans le Last Stand. Il y en a qui l'ont pas eu. Là, il y a un personnage qui a pris du temps. Faut le mentionner. Ça a pris du temps avant moi, je suis content que ce soit arrivé. Ce film-là l'a bien fait. Mais c'est un personnage que ça a pris vraiment du temps avant qu'on le développe. Là. Puis elle est là, puis ça fait longtemps qu'il est là, mais crème, on la développe pas. Là, on l'a développé. C'est Storm. On a exploré vraiment la capacité de ses pouvoirs, ce qu'on n'avait pas fait dans les autres films. Là. Vraiment pas pantoute. Avec raison, tu sais, il y a beaucoup de personnages. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est une grosse famille. C'est comme... Elle a remplacé Cyclops, là, essentiellement. On s'entend que, contrairement au MCU et les Avengers du MCU qui ont eu beaucoup de films solo, on avait juste... Au niveau des Avengers, on avait juste quelques personnages à introduire. Puis même là, il est assez connu. Là. Mais quand on s'est beaucoup fié aux X-Men, on s'est beaucoup fié sur le fait que les gens connaissaient cette équipe, puis les gens le savaient aussi. Il y avait le dessin animé, tout ça. Il y avait du matériel source accessible, puis, by the way, la série des années 90 animée, là, super bonne série d'X-Men, justement, qui a continué dans X-Men 97, c'est ça. Qui est super populaire. Il y a pas longtemps. Si vous voulez plonger dans l'univers des X-Men, je suis un fan de comics, mais c'est une bonne façon aussi, le dessin animé. C'est comme ça que moi, je les ai connus. Là. Toute l'histoire des Sentinelles, c'est là que j'ai vu ça pour la première fois. Au cinéma, c'est arrivé vraiment plus tard. Mais c'est ça. C'est pour ça que moi, j'aime plus l'univers des X-Men que n'importe quel autre univers, je crois, du MCU. C'est pas mon univers que je considérais favori, mais c'est un méchant bon univers, je pense. Puis ils ont des histoires, ils ont de la capacité de faire des histoires qui sont intéressantes avec des facteurs moraux puis sociétaux, puis nous faire penser aussi. Là. Ben oui, c'est ça, tu sais, on applique un peu, tu sais, le parallèle est facile à faire entre, par exemple, les Juifs, surtout dans le premier film, même d'une certaine façon les handicapés, ou, tu sais, est-ce qu'un handicapé aujourd'hui qui
pourrait se faire guérir? Est-ce qu'il voudrait se faire, dépendamment de l'handicap, on s'entend, là, c'est juste un bras, hein, c'est tel que tel, là, mais juste un bras. Non, mais il y a différents niveaux d'handicap, là, mais est-ce que, je sais pas, moi, est-ce qu'une personne autiste, s'il y avait un vaccin pour le guérir, voudrait guérir? C'est ça qu'on applique, mais aux mutants. Puis, est-ce que notre différence fait notre force ou pas? C'est tout cet aspect-là. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est un univers très, très riche, les X-Men. Puis, ils ont tous nailé le casting aussi. Là. Ça, on parlait dans l'épisode précédent de Fantastic Four. Quand ton méchant, c'est un inconnu, d'habitude, ça fait qu'il n'est pas très mémorable. Là, c'est Magneto, là, mais en tout cas, il y a plusieurs différents vilains. Là, mais même Famke Janssen qui joue justement Jean Grey ou Dark Phoenix, elle faisait peur dans ce film-là. Oui, ses yeux changent puis tout, mais elle a comme, je sais pas, elle a le physique qui peut faire peur et qui peut être fragile aussi. Là. Fait que, ils ont bien réussi ce casting-là, ne sachant pas que le troisième va être Dark Phoenix là, quand ils l'ont casté. Non, c'est... Puis en plus, tu sais, comme... Comment dire? Non, j'avais une idée, mais je ne l'ai plus. Le seul qui n'a pas vraiment son arc qui se termine, parce que Charles Xavier, c'est ça, il décède. Magneto guérit, entre guillemets. Jean Grey décède. Cyclops décède. Il y a beaucoup de morts dans ce film-là. C'est ça. Puis j'aime ça, des morts, parce que ça fait que... Non, mais ça fait que tu t'es pas investi pour rien. Ouais. J'ai regardé Mission Impossible 8 récemment, là, c'est qui est probablement le dernier, puis c'est comme... Le monde meurt pas. Pourquoi est-ce que ça fait 8 films qu'ils sont sur le bord de la mort puis personne meurt? C'est comme tu Tom Cruise puis là je vais faire comme oh shit, ok, là c'était dangereux. C'est marquant. Fait que c'est ça. Puis même dans Spider-Man ils le font pas tant. Green Goblin était mort puis là il est revenu dans Homecoming, en tout cas. Away From, en tout cas, Spider-Man 3, mais les nouveaux. C'est ça, le monde meurt pas dans le MCU. C'est correct, c'est un peu kid-friendly. Là, non, mais c'est comic accurate. Là. On peut sais, mais... La seule personne qui meurt pour toujours... Il y a une règle dans les comics. La seule personne qui meurt pour toujours, c'est Oncle Ben. Puis ça va rester comme ça. Ouais, mais je trouve ça dommage parce que c'est ça, sachant... Tu sais qu'elle va revenir, la personne. Fait que pourquoi est-ce que je vais care sur des personnages que je sais qu'ils vont s'en sortir? Mais là, ils s'en sortent pas ou ils s'en sortent pas trop. En tout cas, ils en sortent changés. Rogue devient guéri. C'est ça, il y a beaucoup d'arcs. Le seul arc narratif qui n'est pas fermé, en fait, puis on va le fermer plus tard, c'est Wolverine. Ouais. Vu que lui, il est un peu intemporel, on va faire un prequel, on va faire 3 suites, il va avoir des spin-offs. Il va se promener un petit peu. C'est un succès, mettons, puis tu sais... Autant que le casting de Professeur X là, était excellent. Là, il n'a pas eu le même impact que Wolverine. Non. Il a comme pris la tête d'affiche, pas contre son gré, mais c'est pas nécessairement ça à quoi on s'attendait, qu'ils prennent c'est ça. La tête d'affiche comme ça. Ça reste un personnage parmi d'autres, que oui, il y a une riche histoire dans les comics, mais on aurait pu développer bien d'autres personnages, mais c'est lui que les gens voulaient, puis... Il y avait le bon acteur pour faire continuer ça. Tu sais, s'il avait été recasté après le 3, je pense qu'on aurait pu parler de Wolverine. Non, c'est ça. Il y a le bon acteur pour faire son personnage. Fait que moi, j'ai quand même moins aimé que les 2 autres X-Men, mais je le trouve supérieur à beaucoup de films du MCU, même les bons films, juste parce qu'il y a des enjeux puis qui vont au bout de leur histoire. Tu sais, qu'ils n'hésitent pas à tuer des gens ou à les affecter pour la suite. Ils bâtissent leur univers. Même s'ils vont retcon tout ça après là, dans les autres films. Pour l'instant, en 2006, tout le monde est soigné ou mort. Exact. Puis c'est ça, l'histoire, la vie continue. On va aller en pause publicitaire, puis au retour, on va attribuer nos fameux popcorn de l'infini. On revient dans quelques instants. Vous êtes de retour au Popcorn de l'Infini. Aujourd'hui, on s'est attaqué au film X-Men 3 The Last Stand. Et puis, c'est l'heure d'octroyer nos fameux Popcorn de l'Infini. David, rappelle-nous encore une fois, que sont ces popcorn? Je commence à être habitué. Ouais, c'est ça. En premier, on a le popcorn de l'espace, qui est basé sur la pierre de l'espace, en fait. Mais on a décidé de choisir l'importance avec le MCU. Donc, est-ce que le film... prend une très grande place dans le MCU, une petite place, ou est-ce qu'il y a des personnages qui reviennent? Combien? C'est quoi l'impact du film en tant que tel? Bref, ça, c'est le popcorn de l'espace. On a le popcorn de la réalité, qui est le réalisme du récit. Est-ce que
est-ce que c'est réaliste? C'est pas mal simple. Au niveau du popcorn du pouvoir, est-ce que les effets spéciaux, les scènes d'action sont de qualité? Est-ce qu'on embarque dedans, là, puis on a les yeux rivés sur notre écran, puis on regarde ça, là? Le popcorn de l'âme, qui est le respect de l'âme du matériel source, est-ce que ça suit les comics? Est-ce que ça diffère des comics? Puis est-ce que ça respecte les comics aussi? Il y a le popcorn de l'esprit, qui est le fun factor. Est-ce que c'est un bon scénario? Est-ce qu'on a aimé ce film-là? Est-ce que... C'est notre appréciation, en fait. Ouais, le popcorn du temps, est-ce que le film est intemporel? Est-ce qu'on va en garder un souvenir? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous rester pendant 10-20 ans ou on va s'en remplir la semaine prochaine? Je sais pas. Bref. On commence avec le popcorn de l'espace, qui est l'importance avec le MCU. C'est dur à dire. Considérant que Wolverine revient. Ouais. Il y a aussi une autre personne qui revient. On en a parlé. La Bête revient. Dans un film du MCU, The Marvels. On sait pas Wolverine il revient à quelle hauteur non plus. Il est revenu dans le film Joke, qui est Deadpool et Wolverine. Est-ce qu'il va revenir plus tard? Il n'a pas été annoncé dans Doomsday. Non. Mais tu sais, moi je dirais aucun avec astérisque. Aucun popcorn? Aucun popcorn avec astérisque, juste parce que au moment où on se parle, on ne sait pas quel impact aura Xavier et Magneto, Ian McKellen et Patrick Stewart, qui ont été annoncés pour le prochain Avengers. Est-ce qu'ils vont avoir un rôle important ou pas? Et on sait qu'il y a un reboot aussi de X-Men qui s'en vient. Qui va revenir, qui va pas revenir? Qui va revenir, quel acteur? Je dirais, mettons à part pour Deadpool et Wolverine, où Wolverine joue un rôle important, je vois rien dans cette histoire-là qui a eu un impact sur le MCU. Non. Fait que c'est pour ça que je dirais... Remède ou Dark Phoenix, Parce que, tu sais, Patrick Stewart et Ian McKellen, ils reviennent aussi dans The Wolverine, qui est le spin-off de Wolverine. Mais tu sais, à la limite, je serais quasiment plus prêt à dire que Logan a eu un plus grand impact sur le MCU que ça, parce que là, c'est la psyché de Wolverine, la jeune projet, en tout cas, X23, revient. Il y a même Patrick Stewart qui joue dans Logan. Fait que je serais quasiment plus prêt à donner quelque chose, mais tu sais, dans ce film-là, je crois, n'a eu aucun impact sur le MCU. En date d'aujourd'hui, là, on est en mai 2025. Il va peut-être falloir le retcon comme ils ont fait. Ouais, c'est ça. Le popcorn de la réalité. Donc, il n'y a pas de popcorn pour l'espace. Le popcorn de la réalité. Non, mais si on est capable dans le visuel de mettre un astérisque, je sais pas trop, un astérisque qui dit en date de mai. Oui, c'est ça. Pour l'instant, pas de popcorn. Au niveau de la réalité, est-ce que c'est un récit qui est réaliste? Est-ce que... Là, tiens, il y a beaucoup de choses là, aussi dans ce film-là. Là. Je dirais oui. Les deux storylines principales. Malheureusement, oui. Tu sais, ça va être dans le comic accuracy que je crois qu'il va perdre des points parce qu'on a scrappé une des bonnes franchises. Mais au niveau de la réalité, bon, est-ce que je crois que dans un monde où il y a des mutants, un remède pourrait exister puis que les gens veulent, puis que le gouvernement s'implique là-dedans? Assurément. Est-ce que ça pourrait mener en espèce de bataille, guerre civile entre ceux qui veulent pas, ou même ceux qui veulent pas et la compagnie pharmaceutique? Je pense que oui. Bon, la partie peut-être un peu moins crédible, c'est la mort de Jean Grey puis tous ces aspects-là. Est-ce que l'explication qu'on nous donne pour sa mort, c'est sûrement qu'elle s'est créé un cocon dans lequel elle est restée dans le fond du lac jusqu'à temps un que cocon quelqu'un... avec la teinture rouge aussi. Ouais, ben là, c'est ça, ses cheveux poussaient pas. Mais tu sais, c'est pas mal le seul aspect peut-être qui est moins crédible. Mais à partir du moment où elle sort du lac, ça demeure relativement crédible. T'sais, si on prend pour acquis, évidemment, que la Jean Grey telle qu'on la connaît est morte, puis que c'est seulement Phoenix, que Xavier l'a comme emprisonné, donc que là, elle est fâchée envers Xavier, mais envers tout le monde. T'sais, moi, je serais prêt à y donner. Toi, tu as des réticences, peut-être? Non, moi, je suis d'accord avec toi aussi. J'y donnerais le popcorn de la réalité. Je trouve qu'en tant que tel, si on se plonge dans l'univers des X-Men, ça fait du sens, l'histoire qu'on a vue. C'est au niveau du popcorn de l'âme qu'on va pouvoir en parler plus de ces storylines-là. Au popcorn du pouvoir, qualité des scènes d'action, d'effets spéciaux, moi, c'est
je pense que j'y donnerais, là, juste la scène du pont. Ben oui, c'est ça. Déplacer un pont dans les airs. Puis à l'époque, ça je l'ai pas mentionné, mais à l'époque, c'était le film qui avait coûté le plus cher à faire de l'histoire. Ça n'a pas duré longtemps. L'année d'après, ils se sont fait battre par Pirates des Caraïbes 3. Non, mais c'est une période qui a eu beaucoup d'évolution aussi. Ouais. Puis tu sais, je trouve les effets spéciaux sont quand même encore bons aujourd'hui. On en reparlera dans le... Est-ce que c'est durable ou pas? Ouais, c'est ça. OK, ben parfait. On lui donnerait le popcorn du pouvoir. Fait que au niveau du popcorn de l'âme, là, si on prend juste... Je veux le séparer par storyline. Ouais. OK? Si on prend juste le remède, l'histoire du remède, moi, j'y donnerais. Ouais. En entièreté. Dark Phoenix, je peux pas. Je donnerais pas. J'en donnerais peut-être une demi. Fait que je donnerais un 3/4 de popcorn, mais c'est plus proche de la demi que du popcorn entier. Ben, selon ce que tu nous as dit, ce serait la demi. Là, je pense que c'est ça. Avoir été seulement la storyline du remède, il l'aurait eu. En même temps, je suis très content que ce soit basé sur des storylines des comics qui l'ont adapté selon ce qu'on connaissait de l'univers. S'il y avait rajouté des aliens, là, ça aurait été trop. Ouais, surtout que, comme je mentionnais dans l'épisode précédent aussi, que c'était les 4 Fantastiques qui étaient les premiers à aller dans l'espace. On est pré-MCU aussi. Après ça va devenir chose courante. Là. Ouais. Mais c'est ça, ça aurait été un peu sketch de faire comme « Ah oui, aussi, il y a des aliens. » Ouais, c'est ça. Non, ça aurait été trop, mais tu sais... Au niveau du respect du matériel source, bon, je pense qu'on peut s'en tenir à une demi. Puis la demi, c'est vraiment, ça s'en va au remède, là, carrément. Parce que même s'il y a des différences, c'est rien de majeur. Là. Non, c'est ça. Au niveau du popcorn de l'esprit, le fun factor, est-ce qu'on a eu du fun à regarder ce film-là? J'ai eu moins de fun que dans les deux autres, mais j'ai eu du fun quand même. Je crois que il est... Mais il n'y a pas de moment où est-ce qu'il se passait rien. Ben, c'est sûr que quand tu dures 1h45 puis tu as tellement d'histoires de même, tu sais, ça avance vite. Mais moi, j'ai eu du fun à le regarder. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai eu du fun. Mais j'en ai eu moins que dans les autres, malheureusement. Mais j'ai eu du fun, puis j'écouterais ça avant d'autres films du MCU. Moi, j'en aurais quand même au complet. Là, c'est ça. Ouais, j'ai un popcorn au complet pour l'esprit. Parfait. Pour le popcorn du temps, est-ce que c'est un film qui est intemporel, qu'on va s'en souvenir? Je pense qu'avec le retcon, ça y enlève beaucoup d'intemporalité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Peut-être une demi, à cause qu'on a tout enlevé ça, on a fait renaître Jean Grey et tout, mais j'en gardais quand même un bon souvenir. Puis je me souvenais, tu sais, souvent quand c'est des films d'action, j'ai tendance à comme oublier de quoi ça parle. Puis je me souvenais que ça, c'était le Cure. Puis Dark Phoenix aussi. Ouais, ben ça aussi, mais je l'appelais pas, tu sais, parce qu'il mentionne, en tout cas, il mentionne Phoenix, il mentionne jamais Dark Phoenix. Là. Mais, tu sais, ça, je savais, mais je l'ai su en lisant après et pas en regardant le film. Non. C'est pas ça qui m'a appris c'était quoi Dark Phoenix. Je donnerais peut-être une demi pour le popcorn du temps parce que, oui, mais ils l'ont retcon. Ouais, ben c'est ça, ils l'ont juste enlevé. Ils ont enlevé une grosse partie de cette histoire-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça dure pas dans le temps, mais par contre, on en garde un bon souvenir. Ouais. Bon, un demi. Ouais, ben c'est ça. J'oublie tout le temps, on dirait qu'on en fait toujours 5. Mais il y en a 6. Ouais, je sais, mais on dirait qu'on en fait toujours 5, ça passe vite. Mais voilà, donc pas pire récolte pour X-Men 3 The Last Stand. Le prochain épisode, là, on se rapproche dangereusement du MCU. Le prochain épisode, en fait, ne portera pas sur Ghost Rider, qui chronologiquement est le prochain film Marvel à sortir, parce que pour l'instant, il n'est pas canon. C'est prévu depuis très longtemps, par contre. Ouais, donc si jamais il le devient, ben on fera... l'épisode spécial. On va faire un retcon. Oui, exact. Popcorn of Future Past. Exact. Fait que on va parler plutôt de Spider-Man 3, donc clore une troisième trilogie, parce qu'on a clos celle de Blade. Donc, clore cette... il nous en reste 2, en fait. Il nous reste Spider-Man 3 et Fantastic Four 2. Il reste 2 pour l'été, la saison. Avant d'arriver justement au MCU, à Iron Man, on prépare un épisode spécial aussi avant d'entrer concrètement dans ce MCU-là. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du Popcorn de l'Infini. On se retrouve au prochain épisode. Merci David.